Merci. Bonsoir Abel. Bonsoir Thomas. J'imagine qu'en parcourant le projet du candidat, vous évoquerez quelques actions qu'il a posées en matière économique par le passé. Tout à fait. À vous. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Monsieur Douali, vous allez bien? Oui, ça va bien Monsieur le Premier ministre. Depuis notre rencontre à Fratmat. À Fraternité matin, nous nous souvenons encore. Alors justement, nous allons donc, comme a dit Thomas, commencer par la microéconomie, c'est-à-dire les réalités que vivent les Ivoiriens. Et nous nous souvenons que, tout à l'heure vous l'avez dit vous-même, au dernier trimestre de 93, les Ivoiriens n'arrivaient plus à avoir même 10 000 francs dans leur banque. 90. 90, pardon. Et vous êtes arrivé en 93, vous-même vous avez dit que il arriverait que les salaires ne pouvaient plus être payés parce que la situation était très critique. Il pourrait arriver. Oui. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fonde à croire, Monsieur le Premier ministre, qu'avec tout ce que les Ivoiriens retiennent de ces moments difficiles, que vous pouvez aujourd'hui faire mieux que par le passé? Ah oui, moi je pense que les Ivoiriens ont vu ce que j'ai fait à cette époque. Souvenez-vous, quand il y a eu la crise, c'est parce que le président Houphouët avait dit « je diminuerai les salaires ». Et les salaires ont été diminués dans tous nos pays, tous les pays voisins, le Cameroun, le Burkina, le Gabon, etc. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que les salaires des fonctionnaires n'ont pas été touchés. Pourquoi? Je ne peux pas être immodeste, mais c'est grâce à moi. Parce que les Ivoiriens aussi n'ont pas voulu. Mais, oui, non, mais attendez, le chef de l'État avait décidé quand même de réduire les salaires. Et quand il a vu qu'il y avait la fronde, c'est là que donc on m'a demandé de présider ce fameux comité. Et je suis allé, je crois que c'est le 12 avril, vous l'avez dans vos archives ici. J'ai fait un discours de 6 minutes à la télévision, alors que je n'étais que gouverneur de la Banque centrale, je n'étais pas ministre ni au gouvernement. Et j'ai dit à mes compatriotes, rassurez-vous, je vais négocier, je vais mettre en place un plan d'ajustement, un plan de réforme qui fera qu'on ne touchera pas à vos salaires. On n'a pas touché aux salaires des uns et des autres. Maintenant, au fil des mois, nous avons quand même compressé la masse salariale. Nous avons pris des mesures douloureuses, c'est certain. Mais c'était mieux de prendre ces mesures que de réduire les salaires de 10 ou 15%, surtout les plus bas salaires. Ayant réglé cela, nous sommes passés aux réformes. Et c'était des réformes importantes. La deuxième chose qu'il y avait, c'était le problème de l'électricité. Les étudiants avaient insulté le président Houphouët parce qu'il y avait des pannes d'électricité tout le temps. En 3 mois, j'ai réglé le problème de l'électricité avec la création de la CIE. Et d'autres choses. Les étudiants, quand ils m'ont vu, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Nous sommes des milliers dans un environnement malsain. Nous voulons de nouvelles infrastructures. En 2 ans, j'ai construit 2 universités. J'ai fait 2 URES à Daloa et à Korogo. Non, c'est pour vous dire. C'est très facile que les gens aient retenir une partie de ce que l'on a fait. Aucune œuvre n'est parfaite. Moi, j'assume. Il y a eu des mesures que j'ai eu à prendre, que je ne prendrai pas aujourd'hui. Mais la situation était une crise. C'est ce que je disais. La crise n'était pas seulement en 99 et en 2002. La crise était réelle en 90. Et vous, M. Benchi, vous le savez, en 90, vous ne pouviez pas retirer un chèque de 10 000 francs dans une banque ici. C'était la crise financière. Alors, on était au bord de la banqueroute, de la faillite. Ce qui a surpris les Ivoiriens, c'est qu'en 93, lorsque justement le président Houphouët a décidé que vous êtes parti, juste votre successeur, le président Bédié, arrivé en 94, avant de parler de plus de milliards. Alors comment est-ce que vous avez... Mais vous êtes économiste, moi aussi. Une réforme, elle se fait sur 1, 2, 3 ans, et les résultats, c'est après qu'on les a. Moi, je suis très heureux qu'il y ait eu ces pluies de milliards. Mais la pluie ne tombe pas tout soudainement, vous le savez bien. Il faut des nuages, il faut qu'il y ait de la chaleur, et puis ensuite, ça se transforme en pluie. Tout à fait. D'accord, si on pouvait avancer un peu dans le projet, au lieu de vous attarder un peu sur les... Comme vous voudrez. Moi, je ne voudrais pas insister sur le passé non plus, mais je tenais quand même à préciser les choses. Certaines personnes ont encore quelques doutes, et il faut les convaincre sur cela aussi. Et parmi ceux-là, il y a les enseignants qui se souviennent encore de leur raccrochage. Alors cela aussi a été un point douloureux. C'était une décision douloureuse également parce que vous voyez, moi j'avais une promotion de 200 médecins qui étaient sortis. Nous ne pouvions en recruter que 100. Alors ils sont venus, ils ont dormi devant la primature pour m'empêcher de sortir en disant nous préférons que votre voiture monte sur nous
nous tue parce que nous ne pouvons pas vivre sans emploi. J'ai trouvé cette formule temporaire de les décrocher pour quelques mois ou 1 ou 2 ans, en leur payant au moins un salaire et en leur donnant un emploi. En me disant quand la situation financière irait mieux, à ce moment-là, on régulariserait la situation et tout le monde aurait été au même niveau. Alors, vous savez, il y a la manipulation, la déformation, les mensonges. Je souhaite que le débat soit sain, que l'on dise, qu'on aille dans les archives, verrait que cette mesure était temporaire et qu'il y avait peut-être au total 1000 à 2000 personnes qui étaient concernées. On aurait réglé leurs problèmes 2-3 ans après et la Côte d'Ivoire serait bien repartie. Alors donc nous allons, comme a dit Thomas, nous allons aborder votre programme dont on parler, en commençant par la fiscalité, vous en avez longuement parlé, oui. Et vous proposez dans votre programme, n'est-ce pas, de procéder à une réforme en profondeur, oui. En envisageant de relever 3 défis majeurs. Premièrement, promouvoir la fiscalité incitative, pour créer les entreprises, procéder à un large recouvrement des impôts, justement, et faire en sorte que, justement, il y a une réduction, n'est-ce pas, de cette fiscalité-là. Alors, comment est-ce que tout cela peut être possible quand on sait que déjà, beaucoup d'efforts ont été faits du moins sur ce plan, et qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons environ 18% d'impôts par rapport à certains pays, en 30%. Est-ce que véritablement vous pensez que c'est cela aujourd'hui le problème pour les Ivoiriens? Oui, moi je crois, oui, c'est important la fiscalité. D'abord, moi je voudrais féliciter le ministre Charles Dibby, il fait du bon travail. Je suis allé même à Washington pour le soutenir pour le programme PPTE. J'ai payé le billet de ma poche, j'ai payé l'hôtel de ma poche, parce qu'il fallait absolument qu'on ait ce PPTE avant le 31 mars l'année dernière. Donc ce n'est pas une question de personne. Mais pourquoi la fiscalité, pourquoi le taux des recettes fiscales? Je ne voudrais pas faire de l'économie, vous êtes économiste moi-même, j'ai commencé comme professeur d'économie, donc je ne voudrais pas. Donc vous voyez, je veux rentrer dans des choses simples pour dire à nos compatriotes ce qui est important. Vous dites c'est 18%, etc. À un moment donné, c'était 21%. C'est parce qu'il y a de la corruption. Hein? C'est parce que les recettes douanières ne rentrent pas aussi bien qu'on le dit. C'est parce que l'impôt ne rentre pas aussi bien qu'on le dit. C'est parce que le niveau de fiscalité est trop élevé. C'est-à-dire l'impôt que vous payez, que moi je paye, que vous payez est trop élevé. C'est parce que les dépenses sont trop fortes, sont trop gonflées. Il faut les réduire. Et ça m'amène à parler du financement de mon programme. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas aussi marginal. Si vous voulez faire un programme économique et financier, c'est comme si vous voulez construire une maison. Vous commencez par dire combien je peux mettre dans cette maison et comment je vais trouver l'argent, avec quel matériau je vais bâtir la maison. C'est cela mon programme économique. Donc je me dis, pour faire mon programme de 12 000 milliards, il me faut améliorer la fiscalité, c'est-à-dire les impôts, la douane, faire rentrer toutes les recettes des mines, du pétrole qui sont hors budget, réduire les dépenses, comme je le disais, ça fait une partie du financement. Tout à fait. Deuxièmement, je poursuis le travail fait par Charles Dibby pour l'allègement de la dette. Et nous payons près de 500 milliards par an pour payer la dette. Une fois que c'est allégé au plan annuel, ça me donne à peu près 500 milliards. Et après cela, il y a tout ce qui a trait à la coopération internationale. Vous savez que à cause de cette crise et de la mauvaise gestion, la Côte d'Ivoire n'a pratiquement pas de vrai décaissement des pays comme la France, les États-Unis, le Canada, le Japon, de grosses sommes, je vais dire. Alors que dans une situation normale, c'est par an 600 à 700 milliards de francs CFA que nous obtenions. Je prends un peu de temps, M. Bayala, c'est pour expliquer cette question qui est fondamentale. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, sur une base annuelle, c'est plus de 2 000 à 3 000 milliards que vous obtenez, et sur les 5 ans, vous êtes au minimum à 12 000 milliards. Et en cela, comment on y arrive? On y arrive parce que nous avons fait un plan en prenant chaque village, chaque sous-préfecture, chaque département, chaque région, pour dire dans cette région, voilà, il y a des problèmes avec les forages. Les pompes villageoises ne marchent pas. Une pompe villageoise, pour la réparer, il faut 300 000 francs. Il y en a 200 à réparer, ça fait tant. Les centres de santé sont délabrés. Il faut 2 millions pour réparer le centre de santé. L'hôpital qui était dans le département
est quasiment inopérationnel. Donc il faut investir peut-être 20 millions. Il faut mettre un groupe électrogène. Il faut mettre un certain nombre d'équipements. C'est tous ces montants additionnés, d'abord dans les villages, ensuite dans les départements, dans les régions, qui ensemble donnent les 12 000 milliards. Donc je profite de la fiscalité pour expliquer cela. C'est important que mes compatriotes comprennent qu'on ne peut rien faire sans argent. Et on ne va pas s'adresser aux autres pour faire ce que l'on doit faire. Et ceux qui disent que ce financement est impossible, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les questions de financement. Et ceux qui pensent que cela va endetter la Côte d'Ivoire, je dirais que c'est faux. Parce que toutes les ressources que j'ai citées, ou sont des ressources intérieures, ou sont des ressources concessionnelles, comme disent les économistes. Mais en plus de cela, le quart du montant que j'ai prévu, 2500 à 3000 milliards, sont des investissements privés, des grands projets. Par exemple, les barrages, l'exploitation des minerais de fer à Bangolo, à Odjene de bauxite. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est toute la faisabilité. C'est ça, parce que je sais que c'est une question qui intéresse beaucoup de mes compatriotes. Je voulais profiter de cela pour le dire, parce que vous voyez, si on n'explique pas cela, c'est trop facile d'aller tromper les Ivoiriens en disant, oh, il dit qu'il va donner des milliards. Ce n'est pas cela. Mais parce que les Ivoiriens sont habitués aux promesses qu'on fait et qu'on ne réalise pas. Mais écoutez, cher ami, de 90 à 93, j'ai quand même construit 2 universités en période de crise. 2 URES, des mini-universités à Korogo et à Daloa. Depuis que je suis parti, il n'y a pas eu une seule université qui a été construite. Ça, quand même, c'est une preuve pour mes compatriotes. C'est pour ça que je voulais vous demander, dans une élection présidentielle, l'équation personnelle est importante. Surtout quand on souhaite le retour des investisseurs étrangers et l'appui des bailleurs de fonds. Comptez-vous, pour l'essentiel, sur vos relations dans ce secteur d'activité? Non, je l'ai dit, quand vous me permettez de revenir à nouveau sur le financement. J'ai dit 12 000 milliards, prenez à peu près 2 000 à 2 500 milliards par an. Il y a 500 milliards sur l'année que vous obtenez à partir de l'amélioration des recettes du budget et de la compression des dépenses, des fonds de souveraineté extraordinaires. On gaspille de l'argent, on achète des casquettes à des gens qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Ça donne de l'argent. Deuxièmement, tout ce qui a la réduction de la dette, je vous ai dit, donne pratiquement 600 à 700 milliards, au moins 500, ça fait déjà 1000 milliards. La coopération bilatérale et multilatérale, tous les fonds qui n'ont pas été décaissés depuis des années, donnent également la même chose. Et quatrièmement, l'investissement privé. Donc voilà, donc bien sûr, il y a la confiance. Vous savez, on ne va pas, si vous allez voir votre banquier, vous remplissez un dossier pour avoir un crédit, il va s'informer pour savoir qui vous êtes. Si vous avez pris un crédit avant et que dans une autre banque que vous n'avez pas remboursé, il ne vous donnera pas le crédit. Le fait que moi, j'ai travaillé dans ces institutions, vous savez que pour aller au Fonds monétaire international, il y a une enquête de moralité et une enquête financière dans le monde entier avec les plus grands services de renseignement. Si moi j'étais un farfelu, excusez-moi de dire le terme, je ne serais jamais recruté comme directeur général adjoint du Fonds monétaire. Ok, monsieur. Alors, il y a une équation personnelle. Je ne veux pas le cacher, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est le pays d'abord. La Côte d'Ivoire a beaucoup de ressources. La Côte d'Ivoire a un potentiel énorme. Il faut remettre l'administration au travail. Il faut que les Ivoiriens d'abord et également les investisseurs aient confiance en la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la gestion qui n'est pas bonne. Bon, c'est peut-être possible, mais ne trouvez-vous pas quand même qu'il y a un minimum d'efforts qui est fait lorsqu'on sait que aujourd'hui, c'est une partie du pays, ce sont les efforts économiques d'une partie du pays qui endosse, qui supporte tout le poids des charges de l'État. Moi, je ne suis pas aux affaires, hein, mais j'entendais qu'il y avait une partie utile et une partie inutile. Alors, si on a une partie utile, ça devrait suffire pour tout régler. Tout à fait. Mais même dans la partie, entre guillemets, utile, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que nous avons une nouvelle université à Abidjan depuis 10 ans? On vous dirait qu'il y a la crise. Et les 2 ans avant la crise, et les 4 ans depuis la signature de l'accord de Ouagadougou. Moi, j'ai fait 2 universités en 3 ans. Les autres ne pouvaient pas en faire une seule en 6 ans.
Non, écoutez, il faut arrêter de nous raconter des choses. Mais je considère que c'est important que l'on dise aux Ivoiriens ce que nous pouvons faire. Moi, j'ai un bilan. Je n'étais pas président de la République de 90 à 93. J'ai fait de bonnes choses. J'ai fait des choses que je ne referai pas aujourd'hui. Ça, c'est la vie normale. Mais ceci étant, j'ai un bilan. Et il est là, il est physique. Il est concret. Mais si je suis candidat aujourd'hui, c'est parce que j'aime mon pays. Honnêtement, parce que je ne peux pas souffrir de voir les Ivoiriens dans l'état dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui. Vous avez fait des choses que vous ne referez pas. Oui, est-ce que parmi ces choses-là, on peut passer à la politique de privatisation quand on regarde les résultats? Non, heureusement que j'ai privatisé l'électricité. Autrement, mon vieux, vous savez, ça a été... On serait dans le noir, là, on ne ferait pas d'émission ce soir. Vous avez vu avec les derniers délestages... Vous avez vu les délestages tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'investissement pendant 10 ans. Vous savez, la gestion économique et financière est une question, c'est comme la maintenance d'une voiture. Il faut que chaque 3 mois, on regarde, on s'assure que telle partie marche, que les barrages, que s'il n'y a pas d'eau, on doit investir dans tel autre secteur, etc. Tout ça n'a pas été fait. Pendant des années, ça s'accumule après, la voiture tombe en panne. C'est ce qui explique le coût élevé quand même par rapport à exactement, ce n'est pas normal que le super soit pratiquement à 700 francs ici, alors qu'au Burkina ou au Mali c'est à 550. Je parle du kilowattheure de l'électricité. Mais tout est lié, le gaz, les conditions de négociation. Et ceux qui disent que la privatisation était mauvaise, ils ont eu 10 ans, pourquoi ils n'ont pas nationalisé? Ils auraient dû nationaliser si c'était une mauvaise affaire. À l'époque, vous disiez qu'il n'y a pas de secteur stratégique en matière de privatisation. Vous êtes dans la même logique? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à privatiser, dites-moi? Vous privatiseriez la CIR si vous êtes... La CIR, non, moi je ne pense pas, mais il faut amener d'autres grosses sociétés de raffinage à s'installer en Côte d'Ivoire pour faire baisser le prix de l'essence, faire baisser le prix du fioul. Vous savez, c'est la compétition qui permet de réduire les coûts. Quand l'offre est abondante, vous êtes économiste comme moi, quand l'offre est abondante, les prix baissent. Mais si vous avez une seule société, mais elle fixe le prix qu'elle veut. Surtout en ayant un conseil d'administration qui paie des salaires par le premier son de cloche est un peu différent par rapport au coût du litre d'essence qu'on attend. Oui, mais vous savez, moi je suis confiant que je le ferai, parce que ce n'est pas normal, et je suis désolé de le dire, que le prix de l'essence, le litre d'essence soit plus cher ici que dans les pays où nous les exportons, que le prix de l'électricité soit plus cher en Côte d'Ivoire qu'au Burkina ou au Mali à qui nous vendons du... Quand j'ai privatisé le CI en CIE, 2 ans après, on exportait de l'électricité au Ghana. Mais aujourd'hui, c'est nous qui importons. Alors, de façon concrète, quand si vous arrivez, qu'est-ce qui va changer pour que les choses s'améliorent? Qu'est-ce qui va changer pour qu'il y ait une amélioration, comme vous le dites? C'est ce que mon programme... Vous voyez, moi j'ai fait un programme, si j'ai insisté sur le financement, c'est pour convaincre mes compatriotes que d'abord, au plan des projets, nous devons calculer de manière précise dans chaque village, dans chaque sous-préfecture, dans chaque département. Je pense qu'il faut faire le domaine de l'école, de la santé, des routes, des pistes, etc., de l'agriculture. C'est un problème de gouvernance. Et il faut faire en sorte que l'Ivoirien profite de la gestion de l'économie nationale. Et c'est ce que je propose à mes compatriotes. Alors, il y a un léger paradoxe quand on vous écoute. En même temps que vous parlez de la réduction de la fiscalité, en même temps que vous voulez faire de la fiscalité un élément moteur, n'est-ce pas, pour accroître la politique de solidarité. C'est-à-dire que les plus natifs vont être au service des moins natifs. Ce qui veut dire qu'il y aura une espèce de... En augmentant la fiscalité, les impôts des individus, c'est... Non, pas du tout. Alors comment est-ce que cela va se passer, cette solidarité? Moi, je suis un libéral. Je dis que je préfère du libéralisme à visage humain. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de social, et c'est ce que vous verrez dans mon projet. Alors, je dis dans mon projet qu'il y a 2 composantes. Il y a d'abord tout ce qui a trait à améliorer le bien-être des Ivoiriens, que ce soit des investissements dans l'eau, l'électricité, les infrastructures, etc., je me répète, et tout ce qui a trait à la création d'emplois. Alors, la création d'emplois se fait comment? Ça se fait d'abord en ayant des sociétés privées et publiques qui recrutent des gens. Et ces investissements permettront de faire cela. Alors, l'autre chose, c'est de mettre en place des fonds spécifiques
pour les jeunes, pour les femmes, pour leur faire des prêts ou des crédits à taux réduit, pour leur permettre d'entreprendre un certain nombre d'activités. Prenez tous ces jeunes gens qui ont cru en cette politique de refondation, ces jeunes patriotes qui ont vraiment si vaillamment dans leur tête défendu la République en novembre 2004. Dans la douleur, il y a eu des morts. Et combien d'années après, ils n'ont pas un travail. Ils font rien du tout. Ils sont dans la rue. Mais il faut leur créer des emplois. Ça doit être un objectif. L'Afrique du Sud a eu à le faire avec tous les jeunes de l'ANC. Pourquoi nous ne le faisons pas? Ça fait 4 ans que nous avons l'accord de paix de Ouagadougou. Donc je vais vous dire que c'est possible. Moi, je peux le faire. Et je dis à mes compatriotes, j'aime mon pays. Je vais faire en sorte qu'on sorte de cette crise. Ce n'est pas en bavardant qu'on va le faire, c'est en se mettant au travail. Et vous parlez maintenant de tout ce qui a trait à l'aspect fiscal par rapport aux autres politiques. Moi, je ne suis pas un fiscaliste, hein, mais on ne peut pas prendre juste une partie de la gestion d'une économie. Il y a aussi la monnaie. D'ailleurs, vous savez, la plus grande, les Milton Friedman et tous les grands économistes qui ont eu des prix Nobel sont quasiment tous américains. Et c'est tous des monétaristes, parce qu'eux, ils trouvent que la gestion de la monnaie a une plus grande influence sur l'économie globale que la fiscalité. Moi, je suis de cet avis. Je pense qu'il faut un équilibre. Alors, pour la monnaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener la BCEAO à réduire les taux bancaires. On parle même pourquoi nous devons nous aligner sur les taux français? Tout à fait, on parle aujourd'hui de l'arrimage du CFA sur l'euro. Est-ce que ça... Vous savez, ça c'est une question communautaire, hein, nous avons tous décidé ensemble. Et vous, quelle serait votre position si vous étiez pour non, je ne serais pas seul à décider, non, je ne veux pas faire de l'impérialisme économique ou financier. Il y a 7 pays membres de l'Union monétaire, nous devons nous concerter, nous devons voir si nous continuons comme ça, si on fait autre chose. Pour le moment, ça a bien marché, ça a protégé nos économies. Vous imaginez si nous avions eu une situation où la monnaie était décrochée, on aurait pompé de l'argent dans le système et on aurait un taux d'inflation au lieu que le kilo de viande soit à 1700 francs chez le boucher, ce sera à 6 000 ou à 10 000 francs aujourd'hui. Et une monnaie communautaire, vous n'êtes pas pour? Et quoi ça? Une monnaie communautaire, si, j'ai travaillé, vous savez, quand j'étais gouverneur de la Banque centrale, j'avais pris des contacts avec le Ghana et avec le Libéria pour qu'ils rejoignent le franc CFA. Ils avaient même eu des contacts avec le Trésor français, Jean-Claude Trichet, le directeur du Trésor, qui est un ami. Et aussi, nous avions pensé avec le Nigeria, puisque le gouverneur était également un ami au gouverneur Fadiga. Il m'avait envoyé en plusieurs occasions pour que le Nigeria soit un pool, vous voyez, avec le Naira, peut-être attaché au dollar, et que nous ayons notre pool, y compris le Ghana et le Libéria, qui soient accrochés à l'euro, puisque l'euro n'avait pas été fabriqué, mais on savait que ça fabriquait. Et puis après, on mettait les deux ensemble. Et moi, j'ai cette vision. Je connais bien les présidents des pays en question. Moi, je prendrai l'initiative d'aller les voir et de dire que nous devons, dans un horizon pas trop lointain, arriver à une monnaie ouest-africaine. D'accord. En matière économique, vous avez beaucoup à dire, mais nous je ne vais pas prendre tout le temps sur l'économie. Alors, nous allons parler rapidement. Vous avez parlé de demander aux banques, n'est-ce pas, de faire de faire plus et moins cher. Oui. C'est-à-dire que tout à l'heure vous défendiez le libéralisme. C'est ça. Mais à vous écouter, on a le sentiment que vous voulez faire une incursion dans le système bancaire pour. Ah oui, mais je alors, comment est-ce que c'est un peu comme aux États-Unis avec. Oui, un libéral. Mais même aujourd'hui, écoutez, même Obama intervient dans le système bancaire. Il n'y a pas plus libéral que les États-Unis. Non, il faut le gouvernement interfère, régule les questions monétaires. On ne peut pas laisser tout ça au marché, entre guillemets. On a vu tout ce que ça a comme conséquence, non seulement aux États-Unis, mais regardez le Bénin à côté, ou même ici, où il y a des escrocs qui se promènent, qui vont prendre l'argent des gens pour s'enfuir après. Non, moi je crois qu'il faut une régulation, il faut une surveillance. Et je signale, ce n'est pas par immodestie, que c'est moi qui ai créé la commission bancaire quand j'étais gouverneur, parce que j'avais vu que les banques étaient au bord de la faillite à cause de la mauvaise gestion des banques. J'ai créé la commission bancaire et j'ai exigé qu'elle soit à Abidjan, parce que Abidjan a le plus grand nombre de banques et qu'on surveille le bilan des banques chaque année.
Et c'est grâce à ça que nous ne sommes pas... Dans votre projet, il y a des projets plus accessibles à nous autres et plus... Ah non, mais je voudrais en évoquer deux pour que vous nous expliquiez un peu. Vous envisagez la mise en place d'un plan national de réduction immédiate de l'extrême pauvreté. Comment on fait ça? Peut-être tu vas dire à 50% comme on le fait, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les ressources globales que l'on met en place. Il faut se mettre des ressources à côté pour résoudre les problèmes de pauvreté pour les plus défavorisés. Ah d'accord. Bon, il y a des programmes spécifiques. Okay, assez rapidement. Si vous voulez donner des médicaments gratuits, vous voyez, vous devez faire en sorte... moi, je crois ma première mesure, ce sera de réhabiliter les centres de santé et les hôpitaux. D'accord. Nous allons venir dans les détails avec l'autre journal. C'est important puisque moi, je n'ai pas commencé les questions techniques au plan financier. C'est mon ami qui l'a fait. Alors, vous comptez aussi distribuer une alimentation saine aux tout-petits, notamment les nouveau-nés. Exactement. Il faut qu'il y ait un fonds budgétaire qui permette de faire ces choses-là pour les familles les plus... Ça se fait partout. Ça se fait en Inde. Moi, je me suis occupé de l'Inde, je me suis occupé du Pakistan, de l'Indonésie. Ce sont des pays qui ont des centaines de millions d'habitants. S'ils arrivent à le faire, pourquoi la Côte d'Ivoire, avec nos 20 millions d'habitants, ne pourrions pas le faire? On donne à manger gratuitement comme il faut le faire. Du cœur. Ah oui, exactement. Exactement, il faut le faire. Et il faut dégager des ressources pour le faire. Il faut avoir la volonté et l'expertise de trouver ces ressources. Il y a des dernières préoccupations. Des points importants qui nous préoccupent tous, c'est la dette intérieure et extérieure de la Côte d'Ivoire. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, le ministre Dibi, vous l'avez dit, a fait beaucoup d'efforts. Pensez-vous encore que vous pourrez faire mieux que ce que Dibi a fait? Ah oui, il faut faire mieux. Dibi a un chef. Et que pensez-vous, n'est-ce pas, de la filière café cacao qui aujourd'hui... Mais oui, mais écoutez, ça, c'est pas la faute du ministre Dibi ou du ministre de l'Agriculture, Amadou Gon Coulibaly. Je me souviens, je peux vous parler de l'agriculture, combien de fois le ministre Amadou Gon Coulibaly a écrit au Premier ministre, au chef de l'État pour attirer leur attention sur la manière dont les choses étaient faites. Il y a un ministère de l'agriculture bis à la présidence de la République qui a géré toutes ces affaires-là. Je ne voudrais pas faire de la polémique, mais je veux dire que ce sont des questions fondamentales de gestion et de gouvernance dans notre pays. Il faut les régler. D'accord. Oui, Monsieur le Premier ministre, on pourrait finir cette émission sans parler de... Non, l'émission n'est pas encore finie, c'est votre tour de parole. Allez rapidement, mais vous savez, c'est lui qui nous a amenés dans des questions très techniques. Vous m'accusez de voler trop. Moi, je voulais surtout expliquer mon programme, dire aux Ivoiriens pourquoi je tiens à mettre en place ce programme, parce que j'estime que ce sera la vraie sortie de crise. Et il y a certains aspects que vous ne m'avez pas donné l'occasion de développer, par exemple le problème des miliciens. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme les plus défavorisés. D'accord, nous allons y arriver. Je vais m'assurer que j'aurai le temps de parler aux Ivoiriens de choses qui les concernent. Parce que vous savez, cette émission, c'est ça l'objectif. Que le candidat doit pouvoir dire qu'est-ce que je vais faire pour chaque Ivoirien. Et c'est ce que nous avons donné l'occasion de faire, en rentrant maintenant un peu plus dans les questions de société et en disant merci à Abel, dont la question est restée en suspens. C'est donc au tour de Victorien Angoua d'échanger avec M. Ouattara sur les questions de société. Merci bien.